Vlatipa Podcast. Ensemble, déconstruisons les clichés psy. Vlatipa Podcast. Hello, bienvenue sur Vlatipa. Aujourd'hui, et comme d'habitude, vous serez accompagnés par moi, Déborah, et par moi, Solène. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons parler de la question de la dysphorie de genre. Avec nous aujourd'hui, pour en parler, nous avons la chance de recevoir Adèle Zuffray. Adèle, tu t'es formée en psychologie clinique et du développement à l'Université de Genève avec une spécialisation en psychothérapie systémique. Tu es également formée autour des pratiques affirmatives avec les populations LGBTQIA+, à la sexologie ainsi qu'à la psychotraumatologie avec une formation pour l'EMDR. Tu occupes le poste de directrice au sein de la Fondation Agnodis qui se spécialise dans l'accompagnement des jeunes transgenres et ou non-binaires ainsi que leurs familles. Et tu as également cofondé Centre 3, dans lequel tu travailles et qui est un centre de psychothérapie et de sexologie féministe et intégratif. Voilà, du coup, bonjour Adèle et bienvenue et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Bonjour, puis merci de me recevoir. Donc peut-être qu'on peut commencer par un premier mythe qui est la transidentité, c'est un trouble mental. Ça peut permettre aussi peut-être de reprendre un petit peu les bases et puis de voir où on se situe. Donc, cette question de la transidentité en tant que trouble mental, ça a une histoire, en fait. C'est-à-dire que c'est apparu dans les manuels diagnostiques pour la première fois à partir du DSM-3, dans ce qu'on appelait le transsexualisme, ce qui après a été qualifié de trouble de l'identité sexuelle. Mais c'est vrai qu'il y a toute une histoire du diagnostic au sein du DSM, parce qu'il fallait en fait pouvoir classifier les personnes des diversités de genre, parce que ne correspondaient pas à une certaine norme. Parce qu'on a eu des moments où on devait normer médicalement les personnes. Donc, comme on a mis d'ailleurs l'homosexualité à l'époque, en fait, toutes les différences, on les catégorisait dans des nosographies. Et le but a été de faire la même chose avec la question de la dysphorie de genre, et c'est devenu en tout cas une catégorisation diagnostique à partir du DSM-3, mais avant ça existait nulle part. Et puis depuis, ça a évolué comme on va le voir jusqu'au DSM-5, même jusqu'à la CIM-11, qui elle a dépathologisé cette thématique pour la première fois en 2021. Donc aujourd'hui, la transidentité n'est plus considérée, ni l'incongruence de genre ne sont plus considérées comme des maladies. Voilà, exactement. Donc, c'est-à-dire que la dysphorie de genre, donc, qui est apparue dans le DSM-5, qui est paru dans les années 2013-14, 2013-14, voilà, environ. Donc, la dysphorie de genre, déjà à ce moment-là, elle changeait en fait du trouble de l'identité sexuelle parce que, en fait, c'était plus le fait d'être une personne trans qui était problématique, c'était le fait d'avoir une souffrance cliniquement significative liée au fait que l'identité de genre, donc la façon dont la personne se perçoit, n'était pas en congruence avec son sexe assigné à la naissance. Donc, en fait, c'était plus la transidentité qui était pathologique, mais la souffrance qui pouvait être liée à ça. Par contre, la CIM-11 a été plus loin en 2021. Elle a dépathologisé la question de genre en enlevant ce qu'on appelait le transsexualisme dans la CIM-10, qu'elle a nommé incongruence de genre, ce qui est plus correct, parce que c'est une incongruence, comme je disais, entre l'identité et le sexe assigné, et c'est sorti des maladies psychiatriques pour rentrer dans les conditions liées à la santé sexuelle. Donc là-dedans, on observe toutes les choses pour la santé sexuelle, pour les personnes qui sont enceintes, enfin bref, il y a d'autres catégories dans cette condition, mais c'est plus pathologique. Donc ça, c'est un grand pas en avant depuis 2021 qui a été amorcé par l'OMS. Du coup, par rapport à cette dysphorie de genre, c'est du coup dysphorie, souffrance. C'est quoi les souffrances qu'on peut relever? Il y a différentes formes de dysphorie. C'est bien de le relever, en fait, que c'est pas une dysphorie, c'est des dysphories. Vous pouvez avoir différentes formes de dysphorie. Je vais pas faire un truc exhaustif parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais en gros, les dysphories qu'on voit les plus apparaître sont les dysphories sociales, c'est-à-dire le fait d'un coup de ne pas être reconnu dans son identité de genre par les autres. Donc, par exemple, que des gens refusent d'utiliser les pronoms que vous aimeriez qu'on utilise ou le prénom que vous avez de préférence, et de ne pas être reconnu en tant qu'homme, en tant que femme ou en tant que personne non binaire dans la société. Ça peut amener cette dysphorie sociale. Vous pouvez aussi avoir des dysphories corporelles. Donc, par exemple, de sentir qu'il y a des parties de votre corps qui ne sont
pas assez masculine ou pas assez féminine, mais là qui est très liée à des stéréotypes, à la façon dont on se représente aussi, qu'est-ce que devrait être un corps masculin ou féminin. Puis là, vous voyez, c'est lié tout de suite à plein d'intrications entre les standards de beauté et puis ce qu'on impose aussi à la création et au contenu des corps. Donc il peut y avoir des dysphories corporelles. Vous pouvez avoir aussi des dysphories psychiques, donc c'est-à-dire de fait de ne pas supporter d'être une personne trans, ce qui est très lié à ce qu'on appelle la transphobie intériorisée, donc le fait de d'avoir tellement enregistré la transphobie extérieure que les personnes vont se l'appliquer à elles-mêmes. Et ça peut amener de la dysphorie psychique vraiment par rapport au fait d'être trans, la dysphorie identitaire, on pourrait même dire. Donc voilà, et là, c'est quelques sortes de dysphorie, mais vous voyez qu'il en existe vraiment plein. Mais c'est à partir du moment où on a une souffrance qui est liée à la question de l'incongruence entre l'identité et le sexe assigné. Et donc, j'imagine ce qui veut aussi dire que d'une fois que cette incongruence est réglée par, les procédures qui sont nécessaires, on ne parle plus forcément, d'incongruence ou de dysphorie, si on a rempli tous les critères qu'on avait besoin pour se sentir bien dans son corps. Alors, ça va dépendre. C'est-à-dire qu'on peut ne plus répondre, par exemple, à des critères de dysphorie, mais l'incongruence, elle sera toujours là. Parce que l'incongruence, elle est de base. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon dans l'identité une incongruence avec le sexe assigné. Donc la personne sera toute sa vie dans une incongruence de genre, en tout cas a vécu une incongruence de genre. Donc elle ne sera pas... Parce qu'à un moment donné, quand la personne est alignée avec sa corporéité et son expression de genre, ben, là, ça va normalement bien se passer. Mais il y aura toujours eu cette incongruence de départ. Donc l'incongruence, elle restera toujours là par rapport au passé de la personne. Par contre, la dysphorie, elle peut, autant que faire se peut, puis c'est ce qu'on espère, disparaître. Donc on va essayer de minimiser, de baisser, non pas minimiser, de baisser cette souffrance-là, parce qu'il faut surtout pas la minimiser, il faut l'accompagner. Et puis ça va passer par possiblement des traitements médicaux. Puis il y a des personnes qui décident de ne pas faire de traitements médicaux et c'est tout à fait OK et légitime. Mais c'est comment est-ce qu'on va s'assurer que la personne, que sa souffrance liée à sa transidentité s'abaisse petit à petit. Il y a des personnes pour qui ça va clairement s'abaisser et potentiellement disparaître complètement. Puis des personnes qui vont rester toujours avec une certaine dose de dysphorie. Mais le plus important, c'est que ça reste tolérable. Donc ça reste dans la fenêtre de tolérance de la personne et que ça ne prête pas trop de place et que ça influence trop son quotidien. Et à propos des traitements médicamenteux, il y a un préjugé, un stéréotype qu'on entend souvent, c'est que la case «chirurgie» entre guillemets, c'est un passage obligatoire, sinon on n'est pas une personne trans. Oui, puis même avant ça, il y a un peu cette idée que les personnes trans devraient prendre des hormones aussi, qui est un peu une autre étape que la chirurgie, mais qui est une autre forme de médicalisation. Alors, il n'y a pas une autoroute de la transition et puis un modèle de la transition. Il y a des formes d'affirmation de genre différentes. Et en effet, il y a un certain nombre de personnes trans et puis un grand nombre, en fait, de personnes trans qui décident de ne pas du tout faire de médicalisation, ni d'hormonothérapie, ni de chirurgie. Et c'est tout à fait valide et les personnes sont tout à fait légitimes dans leur vécu et dans leur ressenti, même sans toutes ces dimensions-là. Ça me ramène à à la Commission nationale d'éthique qui a sorti un document il y a très peu de temps, il y a quelques mois, début d'année, fin d'année en allemand, début d'année en français, pour dire qu'en fait, le problème dans les accompagnements médicaux, notamment des mineurs trans, c'est pas du tout le fait qu'il y a une médicalisation, mais c'est qu'en fait, notre société est tellement binaire et tellement genrée qu'on va pousser les gens à correspondre à des stéréotypes, et qu'en fait, c'est à la société de se remettre en question et de permettre d'ouvrir les cases genrées pour éviter que les gens se sentent forcés de devoir aller vers une médicalisation pour correspondre à ce que la société attendrait d'une personne homme ou femme ou d'une personne qui correspondrait en fait à des stéréotypes. Donc c'est ça surtout qu'il faudrait repenser. Un autre cliché qu'on entend souvent, en fait, c'est que la transidentité, vouloir changer de genre, c'est juste une phase. Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qui vient en fait d'une étude qui était sortie en 2018, qui aurait montré à l'époque qu'il y avait un effet de mode ou en effet un effet de contagion sociale. Sauf que cette étude, elle a été enlevée de la revue dans laquelle elle a été publiée parce qu'elle avait trop de défauts méthodologiques. En fait, méthodologiquement, elle tenait pas. Par contre, ça n'a pas empêché les chercheuses de continuer à faire des études là-dessus parce que si on veut
prouver ou infirmer une hypothèse, il faut faire des études. Et pour l'instant, on n'a pas du tout trouvé d'études montrant un effet de mode ou un effet de contagion sociale. Par contre, on a montré qu'il y avait une baisse du coming out trans depuis plusieurs années pour plusieurs raisons. Parce que les professionnels sont mieux formés, parce que la visibilisation des personnes trans permet aux personnes concernées d'un coup de se dire « Ah ben tiens, en fait, c'est ça que je vis ». Puis du coup, la visibilisation ne veut pas dire un effet de mode ou de contagion. Donc ça, c'est des mythes à vraiment pouvoir déconstruire et qu'actuellement, on n'a pas du tout prouvé ces effets de contagion. Et je lance aussi cette idée que, en fait, un effet de mode, ce serait éventuellement pour paraître ou être cool. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit et des violences extrêmes que vivent les personnes, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias, il n'y a aucun avantage à être une personne trans. Donc, même rien que pour ça, la question de l'effet de mode, elle ne tient pas. Donc, c'est cette crainte que les gens ont parfois de voir qu'on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux, et cetera, et la crainte que ça puisse, ramener plein de gens à ça, alors qu'au final, mais souvent, on le voit aussi sur les réseaux, c'est des personnes qui décrivent leur souffrance, qui décrivent leur vécu, ce qui montrerait que c'est pas forcément un effet de mode. Tout à fait. Et puis ça montre aussi que la visibilisation, elle permet à des gens d'un coup de pouvoir aussi se visibiliser elles-mêmes. Et ça, c'est hyper, hyper fondamental. C'est exactement ce qu'on observait pour l'homosexualité dans les années 90, début 2000. C'est qu'on a eu l'impression, et c'était les mêmes termes d'ailleurs qui étaient utilisés que pour les personnes trans aujourd'hui, de contagion, de quelque chose de l'ordre de la contamination. Si on voyait des personnes homosexuelles à la télé, ça allait rendre toutes les personnes, surtout les enfants, homosexuels. Ben non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait en fait des coming out plus jeunes parce que la société s'ouvrait plus et que du coup, il n'y avait pas une augmentation du nombre de personnes en tant que telles, mais en fait que le nombre de personnes out pouvait augmenter parce que la société s'ouvrait plus. Donc, il faut vraiment faire attention à cette question de visibilisation versus contagion. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est aussi quelque chose dont on a discuté dans notre autre épisode sur les troubles du comportement alimentaire où les diagnostics augmentent parce qu'on prend plus en charge ces difficultés-là et puis qu'on en parle plus. Donc ça, c'est aussi intéressant à se rappeler. Il y a eu un fameux effet d'ailleurs sur les gauchers. On a observé pendant des années, d'un coup, il y a eu une augmentation et une contagion de personnes gauchères. Mais en fait, c'est pas du tout qu'il y a eu plus de personnes gauchères dans le monde. C'est simplement qu'à partir du moment où on a pris en compte que les personnes pouvaient avoir une autre, écrire ou avoir une autre main forte, mais en fait, tout d'un coup, il y a eu plus de gauchers gauchères parce qu'en fait, on les prenait plus en charge et que c'était plus attaqué comme ça l'a été parce qu'on oublie que pendant longtemps, on pensait que les personnes gauchères étaient, que c'était le signe du diable, déjà, d'être gaucher ou gauchère, comme d'être roux ou rousse, par exemple, et qu'en fait, à partir du moment où on accueille la diversité des gens, en fait, on se rend compte qu'il y a un chiffre plus important que l'aspect répressif. En parlant de stéréotypes de genre et puis d'effets de mode, il y a aussi ce cliché où parfois on peut entendre qu'il y a des gens qui transitionnent pour accéder à des privilèges. Moi, je me posais un peu la question, est-ce que c'est vraiment le cas? Par exemple, si on prend des gens qui transitionnent vers le genre féminin. Dans notre société, il n'y a aucun avantage actuellement à vraiment être une femme. Donc, en effet, si les personnes transféminines faisaient une transition pour des privilèges, ça ne marcherait pas. Parce qu'au contraire, on doit accompagner souvent les personnes aussi un vécu de ce que c'est d'être une femme. Puis ça, c'est aussi une claque que les personnes peuvent se prendre de façon assez frontale. Donc non, ça ne va pas. Au contraire, ça ne va pas apporter des avantages. Par contre, on entend des fois la critique de se dire les personnes trans masculines ou les hommes trans ou personnes non binaires transmasques le font pour échapper à la condition de femme. Et ça non plus, on n'observe pas quelque chose de vraiment en fait concret derrière ça. Et même, imaginons, prenons 3 secondes pour imaginer que cette proposition serait vraie, donc que les personnes trans masculines veulent échapper à la condition de la féminité. Est-ce que c'est vraiment le problème d'être trans? En fait, le problème, non, c'est la condition de la femme dans la société. Puis ça, on ne remet pas en question. On n'est pas en train de se dire, tiens, si c'était ça que les personnes trans cherchaient à éviter, peut-être qu'il faut que sociétalement et socialement, on change cette condition-là. Ça, on ne remet pas du tout en question. Donc, vous voyez, ça montre que toutes ces injonctions systémiques, patriarcales notamment, en fait, elles sont tellement ancrées qu'on va plutôt attaquer les personnes concernées que de repenser les fondamentaux, qu'est-ce que c'est nos stéréotypes de genre? Pourquoi est-ce qu'ils sont construits comme ça? Et en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on déconstruise une bonne partie de tout ça? Mais déconstruire, ça ne veut pas dire détruire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pourront toujours rester très masculines, très féminines. Et c'est pas ça le problème. C'est comment est-ce qu'on ouvre un peu les catégories plutôt que d'avoir uniquement 2 cases.
Et ça fait aussi, écho un petit peu toutes ces questions d'effets de mode et cetera, où on entend parfois: «Mais c'est seulement parce que, les jeunes sont adolescents et que de toute façon à l'adolescence on a une crise identitaire, on se remet en question». Donc parfois on remet en cause, les questionnements de transidentité chez les adolescents parce qu'on se dit: «Mais c'est juste une crise d'adolescence». Non, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'en effet, en fait, c'est une question qui est tout à fait légitime parce que l'adolescence est en effet une période de grands bouleversements, de grands changements, et puis que c'est là qu'on se pose plein de questions. Ça peut être par rapport à l'orientation sexuelle, au genre, mais en fait, à plein d'autres choses. Mais là, ce qui va être fondamental dans ce soutien, ça va être d'accompagner en fait ces jeunes dans ce questionnement, dans ce raisonnement. Mais c'est pas parce que des ados sont en questionnement ou en réflexion et que l'adolescence est une période de chamboulement que les ados ne peuvent pas savoir qui elles sont. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est tout à fait OK que les ados savent qui elles sont. Et puis, vous voyez, on n'est pas en train de se dire, si une personne se dit, moi, je suis une personne hétérosexuelle, cisgenre, on n'est pas en train de se dire: «Mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est pas, en fait, quelque chose qu'il faudrait te questionner?» Non, on remet pas ça en question. Donc pourquoi est-ce qu'on remettrait aussi en question le questionnement des jeunes? Alors que dans la psychothérapie, puis l'accompagnement qu'on fait, justement, on va permettre de toucher à toutes ces thématiques, de réfléchir à la question du genre, à la question de est-ce que la personne, elle est en train de se questionner plutôt que d'être sûre? Puis en fait, on voit tout de suite la dimension entre les gens qui se questionnent et puis qu'on accompagne ce questionnement et les personnes qui savent qui elles sont. Et c'est de pouvoir aussi accompagner cette dimension subjective de savoir qui on est. Ça me fait penser là tout d'un coup à un autre cliché qui peut faire surface notamment dans cette période d'adolescence et puis de découverte de soi et de sa propre sexualité. Le cliché, c'est un cliché qui dit qu'une personne trans, c'est en fait juste une personne homosexuelle confuse, un peu perdue. Oui, alors ça, c'est un peu la chose aussi qu'on entend de la part de certains milieux conservateurs. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver qu'il y ait des personnes en fait qui se questionnent sur leur orientation sexuelle, qui d'un coup vont se questionner un peu sur leur genre. Mais en fait, dès qu'on accompagne ça, en fait, on voit tout de suite les jeunes qui d'un coup se disent: «Ah ben non, en fait, c'était plutôt une question sur mon orientation sexuelle que sur mon identité de genre». Et c'est tout à fait OK de se questionner, d'expérimenter, de tester. Mais ça ne fait pas que les personnes gays ou lesbiennes sont des personnes trans. Puis sinon, il y aurait beaucoup plus de personnes trans que ça. Et surtout en observant que chez les personnes trans, en fait, il y a des personnes gays et lesbiennes, c'est-à-dire qu'il y a des femmes trans donc qui sont assignées hommes à la naissance, mais qui sont des femmes dans leur subjectivité, qui sont attirées par les femmes, et les hommes trans qui sont attirés par les hommes. Donc là, l'argument non plus, il tient plus. Donc c'est pas aussi simple et ça montre qu'il y a une confusion encore aujourd'hui entre le genre et les orientations romantiques et sexuelles. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi, un peu un stéréotype ou un cliché qui revient beaucoup, c'est de dire, OK, alors, il y a des personnes transgenres, mais si elles sont vraiment transgenres, il faut qu'elles aient eu ces questionnements depuis la petite enfance, que, je sais pas, si, c'est, un homme trans, il a dû vouloir jouer avec, des camions dès son enfance, ou alors une femme trans, alors elle a dû vouloir jouer avec des Barbies depuis la petite enfance. Ça, c'est en fait, c'est des stéréotypes qu'on la vie dure. D'une part, ça confond l'expression, ou en tout cas les stéréotypes de genre et l'identité, parce que vous pouvez avoir tout à fait des petits garçons qui jouent aux Barbie et qui sont pas du tout en train de se questionner sur leur genre, et des petites filles qui vont jouer avec des camions et qui sont pas du tout en train de se questionner sur leur genre. Faut pas confondre en tout cas ces deux dimensions-là. Mais surtout que pour beaucoup de gens, quand on y réfléchit, puis si vous y réfléchissez en fait ensemble, des fois quand on est enfant, on n'a pas forcément de genre. C'est-à-dire qu'en fait, la dimension du genre, elle a seulement une influence à partir du moment où les autres vont dire: «Ah mais, toi tu joues avec les filles ou tu joues avec les garçons». Mais en fait, en soi, le genre principal des enfants, c'est d'être un enfant ou une enfant. Ça a pas de notion vraiment, très importante, le terme de genre quand on est enfant. Si il y a pas des stéréotypes très amenés, ou surtout que les adultes vont vous enseigner qu'un garçon et une fille, ça fait ça, ça fait ça. C'est plutôt à la puberté qu'on observe que la dimension genrée, elle prend beaucoup plus d'espace. Donc, en fait, pour beaucoup d'enfants, la question du genre, elle se pose pas parce qu'il n'y a pas cet aspect genré dans l'enfance. Puis c'est plutôt quand la puberté arrive et que là, les caractéristiques sexuelles secondaires, elles apparaissent, que tout de suite, d'un coup, les personnes vont se retrouver confrontées à la notion de genre, puis au fait de qu'est-ce que ça fait d'être genré dans cette société, et d'un coup que les questionnements peuvent apparaître. Donc c'est pour ça qu'on observe plus de coming out plutôt après la puberté, donc en moyenne vers 17 ans, que dans la prime enfance. Même s'il y a des enfants trans qui existent, donc ils peuvent se poser des questions avant la puberté, c'est pas la majorité des personnes, c'est un petit pourcentage, mais c'est quand même des personnes qui existent aussi.
J'ai l'impression aussi qu'il y a une grande crainte, qu'on ressent beaucoup, dans la société et cetera, cette crainte de: «Mais si les personnes transgenres, transitionnent, qu'est-ce qui se passe après quand elles regrettent?» Que toutes ces des transitions et c'est vraiment quelque chose qu'on entend, une grande préoccupation où les gens sont inquiets de ça. Qu'est-ce que toi tu as pu remarquer? Alors, c'est bon, déjà, on utilise beaucoup le terme de détransition. Puis en fait, détransition, actuellement, veut dire tellement de réalités différentes que c'est pas un soi unifié. Donc en fait, on parle de beaucoup de réalités différentes en parlant en fait d'un seul terme. Donc déjà, le terme détransition prend trop de réalités en compte. Et surtout, détransition ne veut pas dire regret. Il y a des personnes qui arrêtent de s'identifier comme des personnes trans, mais qui regrettent pas et qui disent, ben moi, c'était une étape pour moi pour vraiment savoir qui j'étais ou qui je suis et que c'est pas la même chose que le regret. Pour la question du regret, en effet, c'est une dimension qui traverse tous les êtres humains. Puis en fait, tout le monde peut regretter plein de choses dans sa vie, qu'importe ce que c'est, des choses plus ou moins réversibles. Et on sait dans nos accompagnements aujourd'hui qu'on fait, en tout cas quand on est formé, puis qu'on accompagne au mieux les personnes transgenres et non binaires, que avec les accompagnements basés sur les sciences et les évidences, ben, on arrive à un taux très faible, finalement, de regret, mais ça peut jamais être du 100. Ça n'existe pas. Le 100, ça n'existe pas. Par exemple, 14 des femmes qui ont eu des enfants regrettent avoir eu des enfants. Est-ce qu'on empêche les personnes d'avoir des enfants? Ben non. Est-ce qu'on s'inquiète quand les personnes ont des enfants? Ben non. Donc, vous voyez, c'est aussi toujours pourquoi est-ce qu'on mettrait les personnes trans en avant par rapport à la question du regret, alors qu'il y a plein d'autres choses irréversibles que des gens font tous les jours et où on n'est pas du tout en train de se questionner là-dessus. Donc en fait, c'est une attaque plutôt envers les personnes concernées plutôt que vraiment la question du regret. La question du regret est plutôt un étendard face au fait qu'on veut attaquer les personnes trans. Alors que ce qu'on remarque bien, c'est que ce qui est important, c'est justement de pouvoir bien accompagner les personnes, pour, alors éviter les regrets, mais aussi pour qu'elles comprennent ce qui va se passer, qu'elles puissent être écoutées, entendues, parce que c'est aussi une période de vie qui, parfois peut laisser, beaucoup d'impact, on se sent seul et cetera et donc ça montre aussi l'importance d'être accompagné là-dedans et puis d'être soutenu, en fait, au final, de pouvoir, avoir un espace. Tout à fait. C'est d'avoir des accompagnements de qualité avec des professionnels formés et où on n'est pas là pour dire aux personnes, ben, on va vous dire oui ou non, vous êtes trans. C'est pas ça. Ça, c'est le gatekeeping, c'est la vieille façon de faire la psychiatrie, puis ça n'a pas marché. Même si les gens disent qu'il faudrait revenir à ça, l'histoire nous a montré que ça fonctionne pas très bien. Alors que là, c'est plutôt d'accompagner la personne dans son cheminement, dans sa réflexion, avec toute l'humilité aussi qu'on doit avoir dans notre profession. On voit que ces dimensions de se sentir mal dans cette société par rapport à notre genrealité, en fait, ça touche beaucoup de gens, même des personnes cisgenres, en fin de compte. Complètement, ouais. Parce que les accompagnements d'affirmation de genre, les traitements médicaux d'affirmation de genre, des personnes cisgenres en prennent, des hommes cisgenres qui prennent la testostérone pour augmenter leur capacité. C'est un truc d'affirmation de genre. D'aller faire poser des prothèses mammaires chez une femme cisgenre, c'est aussi une affirmation de genre. Mmh. Donc, en fait, affirmation de genre, ça veut simplement dire quand on veut renforcer l'image qu'on a, aux yeux du reste de la société et puis qu'on veut, confirmer, cette expression de notre identité de genre au final. Exactement. Et dans ta pratique, tu as pu rencontrer d'autres clichés auprès des personnes que tu suis? Mmh. Je pense à un autre dernier cliché qui reste, peut-être qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est la question des opérations. Par exemple, on a un peu l'impression que toutes les personnes trans ont fait l'opération, c'est-à-dire en fait les opérations des organes génitaux, alors qu'en fait on observe que absolument pas du tout toutes les personnes trans décident de faire ce type d'opération, parce que c'est des opérations d'une part qui sont très lourdes, qui ne sont pas forcément bien faites dans tous les pays ou dans tous les endroits. Ça reste comme de la chirurgie hautement spécialisée. Et qu'on a l'impression que les personnes trans vont forcément faire une opération génitale. Ben non, c'est pas nécessairement le cas et que c'est tout à fait OK que les personnes ne le fassent pas. Mais parce que pendant très longtemps, c'était obligé de faire cette opération pour changer son genre à l'état civil. Donc il y avait un peu une obligation, une coercition. Alors qu'en fait, quand on ouvre les pratiques et justement qu'on évite que les personnes soient obligées de faire des choses, ben on se rend compte que c'est plus quelque chose que tout le monde désire faire. Donc en fait, il y a en fait pas toutes les personnes trans qui décident de faire ce type de chirurgie. Pour les hommes trans, c'est un petit pourcentage, c'est beaucoup moins que la moitié. Pour les femmes trans, c'est presque du 50-50 de ce qu'on observe aujourd'hui. Donc absolument pas toutes les personnes trans font d'opérations génitales. Donc encore une fois, chacun est unique et chacune, fait, avec son ressenti et puis, ce
ce qui lui est nécessaire. Et donc en ayant tout ça en tête, comment est-ce qu'on peut réagir? Comment est-ce qu'on peut faire pour être bienveillant, bienveillante, quand on a, quelqu'un qui vient nous annoncer que, ils sont en incongruence de genre, qu'il y a un mal-être? Parce que parfois on se sent perdu. Quelles sont les clés un petit peu pour soutenir ces personnes-là? Bon, la première chose, c'est peut-être juste d'accueillir, c'est-à-dire de pouvoir laisser la personne parler, exprimer ce qu'elle a besoin d'exprimer. Des fois, il y a pas besoin de chercher des solutions. Des fois, les gens ont juste besoin d'être écoutés et entendus et être reconnus. Et c'est là que ça va être important de pouvoir respecter. Par exemple, si la personne demande d'utiliser un autre prénom, d'autres pronoms, ben, là, ça va être important de pouvoir respecter la personne dans cette demande-là. Et puis de pouvoir lui demander, ben, de quoi est-ce que tu aurais besoin? Puis si la personne a besoin de trouver des ressources pour peut-être commencer une psychothérapie ou autre, c'est de pouvoir lui transmettre des ressources, mais de pouvoir toujours s'intéresser à ce que la personne elle a besoin elle-même. Donc il n'y a pas une façon de faire, c'est toujours être à l'écoute, respecter les pronoms, les prénoms, s'enquérir des besoins de la personne et essayer de l'accompagner, si possible, au mieux là-dedans. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui seraient importantes de ne pas faire? Par exemple, de ne pas remettre en question le vécu de l'autre ou comme ça? Tout à fait. C'est de pouvoir pas forcément remettre en doute la parole des personnes, comme on le ferait d'ailleurs pour des personnes, ben, typiquement, c'est tout un autre sujet, mais par exemple, sur la question des victimes de violences ou autres, on ne doit pas commencer à dire est-ce que tu es sûr, est-ce que tu as pas mal interprété ce qui s'est passé. Enfin, il faut accueillir la parole des gens. Puis en fait, il y a aucun autre experte que soi-même, et que quand une personne dit ben maintenant, c'est ça pour moi, je me sens comme ça. On accueille, on essaie de traverser ça. Puis après, si on est des proches, notamment, je pense aux familles, c'est pas la même chose quand c'est vos amis qui vous disent ça versus votre famille. Ben aussi, dans la famille, il y a des familles pour qui ça va prendre plus de temps, où il va falloir accompagner aussi la famille au niveau thérapeutique. Puis c'est important aussi de respecter le rythme de tout le monde, et que la question de la transition, elle va toucher en fait plusieurs sphères. Et de comment est-ce qu'on accompagne un peu toutes ces sphères ensemble, si c'est possible, pour faire en sorte que la personne, elle soit intégrée le mieux possible. Mais en effet, de ne pas remettre en question, de pas dire ah mais t'es perdu, t'en sais rien. Enfin voilà, de pouvoir juste accueillir ce qui est là et soutenir la personne, c'est fondamental. Et justement, si on est face à ça et puis on a accueilli, on a essayé de soutenir, mais qu'après on a énormément de questions, est-ce qu'il y a des ressources, des endroits où on peut se renseigner et cetera? Parce qu'aussi parfois c'est délicat d'aller poser les questions, aux personnes concernées qui sont déjà peut-être fragiles par tout ça. Est-ce qu'il y a des ressources, des endroits où on peut se renseigner? Oui, alors c'est vrai que les personnes concernées ne sont pas forcément l'encyclopédie universelle, donc c'est pas. Des fois, c'est un peu trop d'aller trop se renseigner auprès de la personne. Donc, on peut aussi faire notre propre part personnelle, c'est-à-dire soit de lire des livres. Il y a aussi des très bonnes BD qui existent. Si on n'est pas trop dans la lecture, on peut écouter des podcasts. Il y a d'excellents podcasts sur ces questions-là. La même chose sur des comptes Instagram. Il y a des comptes Instagram de personnes concernées ou de personnes non concernées, mais qui parlent très très bien de ces questions. Donc en fait, on a beaucoup, et ça c'est ce qui est super, on a beaucoup de moyens de se renseigner aujourd'hui. Donc c'est de pouvoir aussi faire un peu ces démarches, d'aller se renseigner, d'essayer de trouver des ressources qui sont adaptées pour parler de ces questions. Et ça, c'est déjà un très très grand pas à faire en avant pour pouvoir mieux comprendre aussi l'autre. Pour les familles, moi je conseille souvent, il y a une très bonne BD qui s'appelle Transition, qui est une BD qui a été faite par une maman d'un jeune personne trans, qui a parlé de son parcours en tant que parent d'enfant trans, qui est vraiment une super BD. Il y a le livre alors ça c'est un petit peu plus scientifico-social, mais quand même très intéressant, un livre qui s'appelle Jeunes trans et non binaires, de l'accompagnement à l'affirmation, qui est un livre suisseau-québécois, qui est fait par Denise Médico et Annie Poulaine Sans Façon. Il y a aussi le livre de Lexi qui s'appelle le genre. Non, ça c'est un autre livre. Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus. Ça c'est un autre livre, mais aussi le livre de Lexi, qui est une personne trans qui parle aussi des questions de genre dans un livre qui m'échappe maintenant en termes de titre. En Suisse, si on prend des bons podcasts suisses aussi bien de chez nous, il y a Question Q et Question Genre qui sont faits par Christine Gonzalez, où je suis intervenue d'ailleurs 2 fois pour parler de ces questions. Où ces questions, elles sont souvent abordées. Il y a le podcast Camille de Binge Audio,
qui aborde aussi les questions LGBTIQ+, de manière globale, et qui a des très, très bons contenus sur les questions de genre. Dans les personnes sur les réseaux sociaux, en tout cas des comptes à suivre sur les réseaux sociaux, il y a Morgane Noam, par exemple, qui est un psychologue trans à Paris, qui parle de ces questions. En Suisse, il y a Léon Salin, Morgane Zully, donc Lexi aussi, qui est de base une Instagrammeuse qui a fait ce livre dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, il y a pas mal comme ça de personnes qui existent ou de contenus ressources qui sont hyper intéressants autour de ces questions pour approfondir. Et justement, oui, on mettra tout ça en description et c'est vrai que parfois, c'est important aussi de pouvoir se rédiger quelque part parce que, forcément, si on n'a pas, eu, connaissance, de personnes trans auparavant, c'est beaucoup de questions qui se posent, beaucoup de questionnements, de cheminement de pensée et cetera et c'est toujours intéressant de pouvoir avoir l'apport de plusieurs personnes. Ces ressources-là, finalement, elles sont aussi importantes parce que c'est important de s'informer et de décharger la personne de cette responsabilité parce que finalement, c'est pas à elle de psychoéduquer constamment son entourage. Et peut-être encore, une autre forme de ressources, est-ce qu'il y aurait des endroits où, pour les personnes concernées, pour les personnes qui sont, en questionnement de genre, qui ont envie d'aller vers une transition, il y a quoi comme ressources qui existent pour, ces personnes-là? Alors, des ressources, je dirais au niveau de la Suisse romande, par exemple, il y a la Fondation Agnodis qui s'occupe de toutes les personnes trans mineures, donc de moins de 18 ans, dans tous les cantons de la Suisse romande. Alors, la fondation est basée à Lausanne, mais elle a un pouvoir d'action sur toute la Suisse romande. Donc, pour les mineurs, il y a la Fondation Agnodis. Pour les majeurs, il y a la Fondation Profa, le checkpoint de la Fondation Profa, qui a un pôle trans, qui fait le même travail qu'Agnodis, un peu sur même s'il y a aussi à Lausanne, sur tous les cantons de la Suisse romande, mais pour les personnes adultes. Et puis, c'est des structures qui ont aussi des noms de médecins, de thérapeutes, en tout cas de personnes formées sur ces questions. Si les personnes ont envie de suivre une psychothérapie, si les personnes ont envie d'être accompagnées peut-être par des généralistes qui sont au courant, des gynécologues aussi. Enfin voilà, il y a des listes de professionnels qu'on dit au courant, affirmatif, au courant des questions de genre. Et du coup, c'est une très bonne ressource. En tout cas, ces deux ressources sont des ressources un peu principales. Puis si on est en Suisse alémanique, il y a Transgender Network Switzerland, TGNS, qui est un peu l'association fêtière, qui regroupe aussi énormément de ressources sur la Suisse alémanique. J'ai malheureusement pas de contact sur le Tessin comme ça, et c'est un peu malheureusement le parent pauvre comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne là-bas, c'est juste que c'est pas assez visibilisé. Donc voilà, je dirais ça, c'est les ressources un peu nationales principales autour de ces questions. Donc, ce que tu dis, c'est que dans la liste Profa, il y a des professionnels aussi autres que des psychothérapeutes. Exactement, des généralistes, des pédiatres, des gynécologues, des psychothérapeutes, des psychiatres, des ergos, des physios, enfin bref, tout un panel de professionnels différents et différentes sur les enjeux de santé globaux. C'est vraiment un super outil du coup pour, les personnes trans, qui souhaiteraient trouver un professionnel de santé qui soit bienveillant et puis surtout qui soit un petit peu au courant de ces questions-là. Bon, du coup, on arrive gentiment à la fin de l'épisode. Je pense que ça serait important de relever quelques points phares que tu as dit aujourd'hui. Hem, Moi, ce qui m'a marqué, c'est notamment que, la transidentité, c'est pas un trouble mental, mais on peut poser un diagnostic de dysphorie de genre au moment où l'incongruence de genre, elle amène à une réelle souffrance, et qu'il y a la nécessité d'un suivi thérapeutique, ou alors de changements médicaux, ou de thérapie, d'affirmation de genre. On peut aussi rappeler que les différentes étapes, donc que ce soit la chirurgie, que ce soit, l'hormonothérapie, c'est pas des étapes obligatoires, elles se suivent pas forcément, et chacun fait son propre parcours. Malgré l'effort de beaucoup de gens, certains stéréotypes et clichés sont encore bien collés à la transidentité. Et puis, ce qu'on a aussi discuté, c'est que le moyen pour chacune d'entre nous de s'en libérer, puis de déconstruire un peu, de mieux comprendre, c'est de s'informer, et notamment avec des ressources comme les réseaux, les livres, les podcasts, et puis de aussi bien les choisir. Et je pense que ce qui est important aussi de se rendre compte là, c'est que comme dans tous nos autres podcasts sur la santé mentale, on en revient au même fait que c'est important de pouvoir en parler, de se renseigner, d'être au courant, etc. En tout cas, on te remercie beaucoup, Adèle, d'être venue et d'avoir partagé tout ça avec nous. Et on te souhaite une belle suite. Merci beaucoup de m'avoir reçu, puis une belle suite à vous aussi et au podcast. Merci. Merci.
Vous la dis pas.